Les différentes pistes des enquêteurs les ont menés vers Nicolas Zepeda. Le Chilien est soupçonné d'avoir tué son ex-petit ami Narumi Kurosaki à Besançon avant de repartir dans son pays. En Amérique du Sud, la bataille pour interroger voire extrader le suspect est lancée. Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Narumi Kurosaki. Épisode 4. Un suspect à ramener à tout prix. Nicolas Zepeda est rentré chez lui le 13 décembre 2016, 9 jours après la supposée mort de Narumi. Les parents de la japonaise se sont inquiétés, eux, le 15 décembre, de ne plus avoir de nouvelles de leur fille. Police, puis parquet lancent les recherches dans la foulée, mais 10 jours après, même si les enquêteurs s'intéressent tout de suite à Nicolas Zepeda, il est déjà bien trop tard pour l'interroger et l'interpeller. Alors d'abord, un petit point de droit. Si un Chilien est soupçonné dans une affaire de meurtre en France, pas question pour les policiers de débarquer en Amérique du Sud pour arrêter ou même interroger le suspect. Le premier acte est d'émettre un mandat d'arrêt international, c'est ce qui a été fait dès la fin du mois de décembre 2016. Mais à quoi ça sert et est-ce que c'est efficace ? Assez rapidement, Nicolas Zepeda est identifié comme un suspect potentiel. Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est républicain. Et le 23 décembre 2016, il y a un mandat international qui est émis via Interpol à destination de tous les pays du monde pour éventuellement arrêter Nicolas Zepeda. La difficulté avec le Chili, c'est qu'il n'y a aucun accord d'extradition ou de coopération en tant que tel entre France et Chili. Donc là, on est sur un espèce de vide juridique, en tout cas une difficulté en termes de coopération, et on comprend rapidement que, au-delà de l'aspect judiciaire, il va y avoir un aspect diplomatique important dans ce dossier pour faire avancer les investigations. Il faut attendre février pour que la justice chilienne convoque Nicolas Zepeda. Pas d'arrestation pour le jeune homme, mais une interdiction de quitter le pays pour 2 mois. Chemise blanche impeccable, l'ex-petit ami de Narumi en a profité pour livrer une première version des faits. C'est pas un secret de dire que les magistrats français n'avaient qu'un très maigre espoir d'obtenir son extradition. On avait conscience qu'il fallait formuler cette demande d'extradition auprès du Chili, mais on avait conscience également que c'était quasiment peine perdue. Il y avait très très peu de chances que le Chili accède à cette demande. Pas d'extradition prévue donc, le juge chilien trouve l'enquête un peu faible. Le principal reproche fait aux autorités françaises, l'absence de corps. Et pourtant, ce n'est pas faute de chercher. Moins d'1 mois après la disparition, une grande opération est organisée en forêt de Chaux après l'analyse des données de la voiture de location de Zepeda. Pour les enquêteurs, le suspect s'est promené dans des endroits étranges, éloignés, voire enclavé. En avril, direction le bois de Parçay, un hélicoptère et 80 personnes sont déployés, mais sans plus de résultats. Quelques mois plus tard, de nouveaux éléments de téléphonie orientent les recherches du côté de Dole. La PJ a pesé, 20 tonnes de déchets et de terre ont déjà été retournées pour déceler d'éventuels fragments humains, en vain. Au final, d'après plusieurs mois de recherches ponctuelles, les opérations sont stoppées. Aujourd'hui, le procureur de Besançon pense que le corps a été immergé dans le Doubs, près de Dole. Il ne sera peut-être jamais retrouvé. Ne pas avoir retrouvé son corps, c'est clairement une grande frustration pour les enquêteurs. Pourtant, il y a de gros moyens qui ont été déployés. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas de zone précise. Quand j'entends précis, je parle à centaines de mètres près. Ils ont plusieurs dizaines de kilomètres carrés à fouiller. Et ils n'ont pas de certitude également si jamais Nicolas Zepeda se serait débarrassé du corps, s'il l'avait enterré, moins probable vu qu'on est en plein hiver et que c'est compliqué de creuser, ou s'il l'avait mis à l'eau. Et là, on sait très bien que tous les corps ne remontent pas à la surface et que si le corps a été immergé, il peut très bien être resté au fond de l'eau. Comme vous pouvez l'imaginer, naturellement, les parents sont absolument dévastés. Maître Gallet, avocate de la famille de Narumi Kurosaki, au lendemain de l'annonce de la fin des recherches. À la fois par la disparition de leur fille et aujourd'hui, par l'annonce qui vient d'être faite par monsieur le procureur de la République de l'interruption des recherches, c'est un élément supplémentaire qu'ils doivent surmonter. Pour eux, il est totalement intolérable et inconcevable de cesser de rechercher leur fille
c'est comme s'il renonçait à elle, c'est comme s'il l'abandonnait. Alors, au-delà du fait qu'on est certain que Narumi est morte, au-delà du fait qu'on est certain qu'on l'a tuée pour plein de raisons qui seront expliquées dans la cour d'assises. Maître Randall Schwerdorfer, avocat d'Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi. La difficulté, c'est toujours d'expliquer comment la personne a été tuée. On n'a pas les conditions précises de la mort. Quand on retrouve un corps, y compris quand on retrouve un squelette, je pense à une affaire assez célèbre dans la région qui était l'affaire Safer-Denoué, on a pu, par exemple, avec l'analyse de la boîte crânienne qui avait été retrouvée 9 mois après la disparition de Madame Safer, qui avait été tuée par son compagnon, découvrir bien évidemment des traces de traumatisme qui nous ont permis de constater qu'en réalité on lui avait fracassé le crâne. Bon, là on n'a pas retrouvé de corps, donc on n'a pas d'autopsie, on n'a pas d'analyse ni des ossements, ni des viscères, ni des organes de ce corps pour savoir dans quelles conditions elle a été tuée. Ce qu'on sait, parce que l'enquête a permis de le démontrer, c'est qu'elle a bien été tuée. Pas de corps, c'est quand même un élément qui va semer le doute dans les esprits chiliens dans un premier temps. Mais il faut dire que pour cette première étape, la demande de détention provisoire, les autorités françaises n'avaient à leur disposition que 1000 signes pour s'expliquer, même pas une demi-page A4. L'absence de corps, évidemment, c'est quelque chose qui plaide plutôt en faveur de Nicolas Zepeda. On a objectivement pas de certitude, j'allais dire matérielle, corporelle, que Narumi soit décédée. En revanche, ça paraît étonnant qu'elle soit encore en vie dans la mesure où du jour au lendemain, alors qu'elle n'avait aucun précédent de dépression ou autre, elle disparaît, elle ne donne de nouvelles à personne pendant 5 ans. Bon, ça paraît plus qu'improbable qu'elle soit en vie. La mère de Narumi est émotionnellement submergée par la disparition de sa fille et ne peut rien admettre, si ce n'est sa disparition. Elle ne peut pas aller au-delà. Maître Sylvie Gallet. Le fait que l'on n'ait pas retrouvé le corps de Narumi conforte l'espoir des parents, et conforte leur espoir aussi de la retrouver vivante. Et c'est ça qui est difficile dans un dossier comme celui-ci. Les choses ont été explorées. Maître Randall Schwerdorfer. Y a-t-il une possibilité que Narumi se soit suicidée, par exemple, et que personne ne l'ait retrouvée? Y a-t-il une possibilité qu'elle soit partie toute seule, comme ça, en pleine nuit, faire une excursion en pleine montagne ou ailleurs, et qu'on n'ait jamais retrouvé son corps? Ce sont des choses qui existent. Y a-t-il une possibilité qu'elle ait pris tout simplement la décision de faire une autre vie et puis de tout recommencer à zéro au fin fond du Venezuela? Ça existe, ça arrive. Mais tout ça laisse des traces en général. Et ce qu'il y a dans le dossier, c'est que on a des éléments qui permettent non seulement de penser, mais surtout de démontrer que si elle n'est plus là, c'est que c'était manifestement pas volontaire. Deuxièmement, c'est pas une jeune fille qui était suicidaire. Elle était tous suicidaire. Troisièmement, elle a une famille. Elle n'était pas du tout en mauvais termes avec sa famille qui se trouve au Japon. Bien au contraire. Donc on a tous les indicateurs qui démontrent en réalité que cette jeune femme n'a pas disparu de son plein gré. Edwige Roux-Morizot, la procureure qui s'occupe du dossier à l'époque, a un autre objectif, la demande d'extradition. La demande d'extradition, c'est un énorme dossier où chaque document doit être traduit, mais surtout qu'on ne peut présenter qu'une seule fois. Pas question donc de se louper et la France préfère avoir quelques éléments supplémentaires. L'objectif est clair, extrader Nicolas Zepeda, le présenter à un juge d'instruction de Besançon, le mettre en examen, puis le juger aux assises. Ça, c'est si tout se déroule bien. Mais pour le moment, en ce premier semestre 2017, c'est plutôt mal parti. Et la situation ne va pas vraiment bouger dans les mois qui vont suivre. Certes, l'interdiction de quitter le Chili est levée, mais le mandat d'arrêt international demeure. Un risque pour Nicolas Zepeda. C'est le nouveau procureur de la République, Étienne Manteau, qui va tenter un coup de poker à la fin de l'année 2018, 2 ans après la disparition de Narumi. La police judiciaire est en train de clore son enquête et le nouvel arrivé veut envoyer un signal fort au Chili. Il révèle publiquement plusieurs éléments qui incriminent Zepeda
et sa volonté de se rendre en Amérique du Sud pour interroger le suspect. On est un peu dans une impasse du point de vue de la justice française. Le procureur de Besançon révèle pas mal d'éléments à charge à l'encontre de Zepeda, mais Nicolas Zepeda, il est toujours au Chili, protégé par ses frontières. Et donc, il est décidé de demander une coopération internationale à la justice chilienne. Concrètement, on veut interroger Zepeda sur tous les éléments qui ont été accumulés par les enquêteurs. On veut l'interroger face à face. 4 mois après, la réponse tombe, presque inespérée. La justice chilienne est favorable à la demande d'entraide internationale, elle est prête à coopérer. Le Chili accepte de recevoir une délégation composée du procureur, de la juge d'instruction et de 2 enquêteurs de la PJ qui ont activement mené l'enquête. Donc ces 4 personnes, ces 4 bisontins partent pour aller à la rencontre de Nicolas Zepeda, convoqué par la justice chilienne. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Enfin, c'est très très rare et à Besançon, ça n'est de mémoire jamais arrivé qu'on fasse cet effort-là pour essayer de débloquer cette affaire. Concrètement, Étienne Manteau va pouvoir se rendre à Santiago et assister à un interrogatoire du suspect. Une juge locale posera les questions, mais tout sera préparé en amont et en coopération. Au total, c'est un document de 19 pages avec 95 questions qui est emmené par Étienne Manteau au Chili. Aujourd'hui, j'ai confiance en cette coopération qui s'est mise en place. Maître Gallet, avocate des parents de Narumi Kurosaki, à l'annonce de cette coopération. Et dans le fait que, manifestement, de par la réponse rapide qui a été apportée à la demande d'interrogatoire, on ait enfin la sensation que les choses bougent au Chili et qu'il y a une vraie crédibilité du dossier de ce côté-là. Et les parents de Narumi Kurosaki oscillent alors entre 2 sentiments contradictoires, l'espoir et la crainte. La famille est portée par un nouvel espoir, qu'il y ait des réponses à leurs questions, qu'il y ait des révélations faites sur ce qui est arrivé à leur fille. Mais je ne vous cache pas aussi qu'ils sont également angoissés parce que, quelles que soient les réponses apportées par Nicolas Zepeda aux questions qui vont lui être posées, il redoute les réponses. Il redoute d'apprendre exactement ce qui a pu se passer. Il redoute aussi qu'il soit dans le déni. 18 avril 2019, Nicolas Zepeda est convoqué. Un interrogatoire dont on remarque tout de suite qu'il a été plutôt bref. Le fait que Nicolas Zepeda garde le silence, malgré le fait que les 95 questions lui sont posées, oui, les graphes. C'était attendu, c'était craint entre guillemets. Pour autant, selon le procureur de Besançon, c'est loin d'être un échec parce qu'il a senti le vent tourner, si j'ose dire. On n'était pas là, on n'a pas assisté à cet interrogatoire, c'était à huis clos. Mais de ce qui nous a été rapporté, c'est que Nicolas Zepeda était clairement ébranlé par l'énoncé de ces 95 questions parce qu'il prend la mesure à ce moment-là de tous les éléments qui sont à charge contre lui. Et visiblement, c'était un moment très intense, très tendu et très compliqué émotionnellement pour le jeune Chilien. Le voyage a aussi permis de mesurer le niveau d'engagement des autorités locales, une coopération qui a impressionné Étienne Manteau avec un certain retentissement médiatique que nous raconte Willy Graff qui était sur place également. C'est vrai que on a eu la chance avec l'Est républicain d'être sur place et ce qui m'a frappé, c'est l'engouement des médias chiliens pour cette affaire. Jusqu'à présent, on savait qu'au Japon, la disparition de Narumi avait créé beaucoup d'émotions. Beaucoup de journalistes japonais étaient venus à Besançon. En revanche, les Chiliens n'étaient pas trop rentrés dans cette affaire. Clairement, je me souviens de forêts de caméras, de forêts de micros, notamment le jour de l'interrogatoire devant le palais de justice de Santiago. En discutant sur place avec les journalistes chiliens, il y a quelque chose aussi d'important à noter, c'est que dès lors que c'était médiatisé au Chili, la justice chilienne était obligée de s'impliquer sérieusement et fortement dans ce dossier. Et je pense d'ailleurs que le procureur, quand il décide d'aller jusqu'au Chili, il a ça en tête. Il sait que la médiatisation, à ce moment-là, va aider la justice française à obtenir des réponses et à faire avancer l'enquête. Reste qu'on n'a toujours aucun engagement sur une éventuelle extradition. Pour cela, il faudra attendre octobre 2019 et la fameuse demande officielle. 27 pages, avec notamment les résultats des investigations supplémentaires menées au Chili. Effectivement, nous n'avons jamais trouvé le corps de la victime, mais pour autant nous avons accumulé un nombre considérable, vraiment je pèse mes mots, considérable d'éléments à charge justifiant en tout cas le renvoi de M. Nicolas Zepeda devant une cour d'assises en France pour y être jugé. Étienne Manteau, procureur de la République, après l'envoi de la demande d'extradition. Et tout cela a été formalisé par écrit dans le cadre de ma demande d'extradition, et puis j'y ai joint bien évidemment la copie intégrale du dossier pour que les magistrats chiliens, la défense de Nicolas Zepeda, puissent
prendre conscience de l'importance des charges qui reposaient sur le jeune homme. Et donc c'est je pense, à l'évidence, du fait de cette solidité de l'enquête qui a été menée ici, que les choses sont prises très au sérieux par les autorités judiciaires chiliennes. Le compte à rebours est enclenché et c'est désormais à la Cour suprême du pays de trancher. Il faudra finalement attendre quelques mois pour avoir une réponse. La Cour suprême du Chili a convoqué Nicolás Zepeda le 5 mars 2020. Et ce ne sera pas pour une audience, mais bien pour 4. L'accusé devra notamment faire face à la famille de Narumi, invitée à témoigner en visioconférence. Clairement, le Chili, là, essaie de savoir si l'enquête c'est du sérieux ou pas avant de prendre une décision, et ça donne cours à des longues audiences qui sont en plus diffusées en direct sur internet. C'est assez particulier comme d'être spectateur de ça depuis notre pays. Et là on se dit surtout que, alors quelques mois auparavant on pensait que l'extradition était impossible, là en tout cas du côté du palais de justice de Besançon, j'ai quelques indiscrétions et on me dit qu'on commence à y croire sérieusement à cette extradition. Et la décision tombe un peu moins d'1 mois plus tard, le 2 avril 2020. Le Chili accepte l'extradition. Le juge a mis en avant la solidité de la procédure française pour justifier son choix. En France, comme au Japon, c'est un mélange d'enthousiasme et de soulagement. Si tout se passe bien désormais, Nicolás Zepeda ne pourra échapper à un procès en France. C'est une enquête exceptionnelle, c'est une affaire hors norme. Maître Randall Schwerdorfer, avocat d'Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi. Parce que d'abord il y a toutes les investigations qui ont eu lieu, les déplacements au Chili et cette volonté absolument déterminée, farouche du ministère public, de la juge d'instruction en charge du dossier, de rapatrier Nicolás Zepeda pour qu'il soit jugé en France, et Dieu sait que ils ont fait un travail tout à fait exceptionnel pour parvenir à ce résultat-là. C'était absolument pas acquis, loin de là, à une époque. Évidemment, c'est un soulagement, évidemment, c'est un espoir de faire avancer ce dossier pour comprendre ce qui s'est passé. On est quand même à ce moment-là quasiment 4 ans après la disparition de Narumi. Cette extradition, elle change tout. On était sur un dossier plutôt bloqué, avec un suspect qui était hors d'atteinte de la justice française, et du jour au lendemain, on sera en capacité de l'interroger. Est-ce qu'il va changer de position? Est-ce qu'il va sortir de son silence? 2 questions auxquelles vous aurez la réponse un peu plus tard. Mais je voulais aussi vous parler du contexte politique dans lequel a été décidée cette extradition. Pour la défense de Nicolás Zepeda, il s'agit avant tout d'une question de relations diplomatiques entre le Japon et le Chili. Et puis à l'époque, le pays d'Amérique du Sud est également confronté à une grave crise. Le Chili s'embrase, on est sur une lutte des classes à ce moment-là, c'est un des pays les plus inégalitaires du monde, le Chili, et Nicolás Zepeda, il incarne cette société un petit peu dorée, qui justement, à ce moment-là, est complètement mis sur le grill par la population chilienne. Il y a des manifestations, il y a des morts, et Nicolás Zepeda, bien malgré lui, peut-être qu'il est devenu un petit peu un symbole de ces Chiliens qui étaient jusqu'alors préservés et qui doivent rendre des comptes, même si normalement on fait que du droit. Mine de rien, une justice, elle appartient aussi à un pays qui a d'autres énergies et d'autres pensées à ce moment-là. Donc c'est hyper intéressant de mettre cette demande d'extradition en perspective. La France a 3 mois après la notification à l'ambassade pour organiser l'extradition, mais un événement va tout chambouler, le Covid. Impossible, pendant ce 2e trimestre 2020, d'embarquer vu que les vols internationaux sont suspendus. En juin, même s'ils reprennent, les protocoles de quarantaine sont tellement contraignants que tout semble compliqué. En attendant, pas encore de menottes ou d'incarcération pour le suspect, Nicolás Zepeda, dont l'appel a été rejeté, patiente, avec simplement l'obligation de pointer régulièrement à la police. Ce qui agace un peu les autorités françaises et la famille de Narumi Kurosaki, qui voit toujours un risque de fuite. Le 27 juin, on connaît désormais la date d'extradition, ce sera le 23 juillet 2020. D'ici là, le Chilien est assigné à résidence à Viña del Mar, à une centaine de kilomètres de la capitale. Nous sommes au milieu des vacances d'été, un vol Air France commercial se prépare entre Santiago et Paris. Décollage à 20h55 ce 23 juillet avec un voyageur pas comme les autres, Nicolás Zepeda. Amené par les autorités du pays jusqu'à l'aéroport, son attitude détonne, pas décidé, posture décontractée, comme si rien ne l'atteignait. Il est remis aux Français un peu avant le décollage et c'est parti pour un trajet de 12 000 km sans escale. Ensuite, tout s'enchaîne très vite, le débarquement sur le tarmac, la notification du mandat d'arrêt international, puis le départ en voiture direction Besançon.
le début d'une nouvelle phase d'instruction selon le procureur de la République, et surtout le début d'une très longue journée au palais de justice de la ville. Que va dire Nicolas Zepeda ? Quelle sera sa ligne de défense ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était la 4e partie des Grands Crimes de l'Est, consacrée au meurtre de Narumi Kurosaki. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous mettre des notes et des étoiles sur les applications de podcast. Et rendez-vous pour l'épisode 5, retour mouvementé à Besançon.